Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous partons fouiller les poubelles, celles des céréaliers et des cultures en tout genre, ou celles des industries agroalimentaires. Peut-être le savez-vous déjà, elles renferment un vaste trésor. Tiges et feuillages non comestibles, noyaux, pépins, coques ou encore plantes régénérant le sol entre deux récoltes. Ces résidus végétaux inspirent bien des scientifiques qui les voient non pas comme des déchets à liquider, mais comme une matière première à bien décomposer qui pourrait nous rendre la vie plus facile. Nous avons à nos côtés Jean-François Largeau pour nous aider à repérer des pépites. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du laboratoire GEPEA, Génie des procédés environnement et agroalimentaire. Votre activité d'enseignant-chercheur se partage entre le campus nantais de l'ICAM, l'Institut catholique d'arts et métiers et l'IMT Atlantique à Nantes, l'Institut Mines Télécom. Par quel procédé peut-on donner une seconde vie aux résidus végétaux des activités humaines ? Tous les résidus sont-ils bons à valoriser ? Et quelles questions se poser pour que cette démarche reste bénéfique ? Nous essaierons d'apporter des éléments de réponse à tous ces sujets dans l'heure qui vient. À la réalisation, c'est aujourd'hui Sophie Potvin. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Chercher à valoriser les résidus végétaux n'est pas une idée nouvelle. Les fanas de potager se convertissent de plus en plus au paillage et au broyage pour alimenter la vie de leur sol. Les poêles à granulés ne seraient pas aussi populaires sans cette idée initiale de recycler les poussières des scieries. Nombreuses exploitations agricoles se lancent aussi dans la production d'énergie via les méthaniseurs ou les fameux biocarburants. On peut encore chercher à transformer ces résidus pour fabriquer d'autres matériaux. Vous nous en direz un peu plus dans la suite de cette émission. Je propose de commencer par aborder ce qui fait l'originalité de vos travaux, le choix du processus de transformation des résidus. Alors Jean-François Largeau, vos travaux traitent principalement de la technique de pyrolyse. En quoi cela consiste-t-il ? Alors la pyrolyse, c'est un procédé de conversion thermochimique, pour employer dès le début des gros mots. Donc on va chauffer la matière pour la convertir en d'autres matières, d'autres matériaux. Et cela en l'absence d'oxygène, en l'absence de milieu oxydant. On parle de milieu inerte. De ce fait, ce procédé de pyrolyse existe depuis assez longtemps. On continue à l'étudier parce que c'est assez compliqué. Lorsqu'on convertit une matière par ce procédé, comme pour d'autres d'ailleurs, on va générer beaucoup de molécules différentes qui vont être des produits intéressants ou des problèmes qu'il va falloir après étudier et traiter. Alors, vous nous dites que vous chauffez la matière. En quoi est-ce que ça se distingue de la combustion, par exemple ? Alors, en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose, mais justement, il n'y aura pas de milieu oxydant, il n'y aura pas d'oxygène, par exemple, donc il n'y aura pas de combustion, il n'y aura pas de flamme. On va monter en température un morceau de bois en absence d'oxygène, et de fait, il va se convertir en charbon de bois. En faisant cette transformation, on va générer aussi des gaz, on va générer des liquides, mais on n'aura pas de flamme, on n'aura pas de chaleur. C'est un procédé qui se veut endothermique. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est une technique où on arrive à séparer, entre guillemets, la matière en différentes familles, mais sans la faire brûler. C'est un petit peu ça, effectivement. Alors, on ne va pas la séparer, on va la décomposer, on va la dégrader, et c'est pourquoi ce type de valorisation de résidus, puisque c'est le sujet, doit venir à la fin, quand il n'y a plus d'autres solutions de recyclage, parce qu'on va dégrader la matière pour la transformer en d'autres produits. Alors peut-être juste une petite question anecdotique avant de revenir au procédé. Je crois que sur mon four, il y a un mode pyrolyse. Ça correspond à ce que vous faites ? Alors, c'est vraiment un abus de langage. C'est intéressant, mais c'est vraiment un abus de langage dans le sens où la pyrolyse, telle qu'on l'entend dans nos travaux de recherche, dans le procédé, on va être beaucoup plus haut en température et on va être en absence d'oxygène, donc certainement pas avec l'air ambiant qu'il y a dans les cuisines. Alors justement, en fait, sur quels paramètres est-ce qu'on joue lorsqu'on développe une recette de pyrolyse ? Alors, la question est autant intéressante que complexe parce que ça va dépendre du résidu, de la matière qu'on va vouloir pyrolyser pour la transformer. Parce que là, on va parler de pyrolyse de végétaux, mais on peut mettre des résidus plastiques d'origine animale, enfin de
de très grandes variétés. Et de fait, les produits qu'on va obtenir vont être très différents et la manière de les obtenir également, c'est-à-dire qu'on va monter à des températures différentes, on va monter à des températures plus ou moins vite et ce faisant, on va devoir adapter la taille de notre matériau pour permettre cette montée plus ou moins rapide en température. Pour donner un ordre d'idée, on peut parler d'une pyrolyse lente à 1 degré par minute et des pyrolyses rapides, on va être à 600 voire 1000 degrés par seconde. Donc si on a un gros caillou, un gros matériau, une grosse bûche de bois, ça va être très difficile d'être à cœur à 1000 degrés par seconde. Il va falloir la broyer, en faire de la poussière. Quand vous dites 1000 degrés par seconde, c'est entre guillemets, l'élévation de la température dans l'enceinte, c'est ça? Du matériau par Du matériau. lui-même, là on Ok, parle de pyrolyse flash. ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a la température, il y a la préparation de la matière quand on l'intègre. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'oxygène. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à la place alors? Il y a différentes possibilités. Il faut rester économiquement intéressant. Et la façon la plus simple, c'est de remplacer l'air par de l'azote, qui est déjà fortement présente, évidemment, dans notre air. Mais on enlève toute la partie oxygène ou des milieux oxydants comme le dioxyde de carbone qui peuvent venir interférer, ou encore l'eau, dans le procédé. Et donc, vous avez commencé un peu à nous dire ce qu'on pouvait obtenir en sortie de pyrolyse, donc des gaz. Vous avez évoqué le charbon, certains liquides aussi. Est-ce que c'est justement ça un petit peu la finalité du processus, essayer d'optimiser le procédé pour obtenir tel ou tel produit à la fin? Mais complètement, c'est ce qui devient difficile, c'est que finalement, selon soit le résidu qu'on veut valoriser, soit le produit qu'on veut obtenir, il va falloir trouver l'adéquation dans le procédé. Donc, il va falloir travailler, si on veut faire du charbon, mais le charbon, on l'emploie plutôt pour le bois. Le char, ça va être un terme plus générique. Si on veut faire un char qu'on va éventuellement activer pour faire des filtres, par exemple, on va plutôt avoir tendance à faire une pyrolyse lente, donc de quelques degrés par minute. Si on veut favoriser la production de gaz, de liquide, on va parler par exemple de dihydrogène ou de liquide, donc des huiles pyrolytiques qui peuvent servir à faire de l'essence éventuellement ou un biodiesel, on va plutôt aller sur un procédé plus rapide, donc quelques centaines de degrés à la minute, à la seconde. Voilà, en général. Donc selon le procédé, selon ce qu'on a mis dedans, on ne va pas avoir les mêmes molécules. Donc ça veut dire qu'on en reparlera un peu plus tard, mais pour étudier un seul résidu, on peut y passer un certain temps, puisqu'on va faire changer les vitesses ou le procédé par lui-même, parce que c'est finalement même pas le même matériel qu'on va utiliser pour être soit lent ou très rapide. Et ça va changer les molécules qu'on va obtenir à la fin. Alors justement, vous évoquez différents types de procédés. Lorsqu'on regarde vos travaux, Jean-François Largeau, il y a deux mots qui reviennent assez souvent. Il y a pyrogazéification et craquage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces variantes du coup de la pyrolyse, si j'ai bien compris? C'est pas tout à fait une variante, mais oui, je vais pouvoir vous en dire quelques mots. Alors, on va commencer par le craquage, parce que quand on valorise un produit, par pyrolyse par exemple, mais il y a d'autres procédés, c'est que c'est souvent un problème, il faut trouver une finalité autre que l'enfuir, par exemple. Et donc, on va le convertir, et on va le convertir pour avoir des choses plus ou moins sympathiques. Je parlais de char, je parlais d'hydrogène, par exemple, ou d'essence. Le fait est qu'on va aussi produire des indésirables. Et dans la pyrolyse, on va en avoir un assez de taille qui s'appellera les goudrons. Les goudrons, c'est évidemment ce qu'on retrouve dans nos mégots de cigarettes. Donc, c'est pas très sympathique, c'est plutôt malodorant, mais c'est aussi cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc, c'est pas bien pour la santé ou l'environnement. Par contre, ces grosses molécules, si on les casse, on peut refaire des molécules plus intéressantes. On va retomber peut-être sur à faire du dihydrogène, par exemple, ou du méthane. Voilà. De ce fait, le fait de casser ces grosses molécules, c'est ce qu'on appellera le craquage. Ce craquage, c'est une élévation, par exemple, en température, donc encore plus haute que la pyrolyse, pour essayer de séparer, dissocier, casser ces molécules. Ça, c'est la partie craquage, pour faire simple. La pyrogazéification, ça s'appelait encore il y a peu la gazéification ou les gazogènes. Je vous renvoie vers certains albums de Gaston Lagaffe où il y a justement un gazogène à l'arrière de son véhicule. Donc en gros, on va mettre des bouts de bois, si vous voulez, mais des produits plus ou moins compliqués aussi. Et on va faire comment dirais-je ? Je
parle beaucoup de barbecue pour présenter la pyrogasification. Donc on fait une espèce de barbecue, c'est-à-dire qu'on va allumer le feu et au fur et à mesure que le résidu, le bout de bois, prenons cet exemple, se rapproche du foyer, il va monter en température. Donc d'abord, il va sécher, donc il va y avoir un dégagement d'eau et en se rapprochant, la température va monter à 3, 4, 5, 6, 700 degrés en absence d'oxygène parce qu'elle est brûlée. Et de fait, on va avoir l'étape de pyrolyse. Donc notre bout de bois, cette étape-là, va se transformer en charbon de bois. Il va libérer des gaz et des liquides, mais finalement tout est sous forme de gaz parce qu'il fait très chaud. Et c'est ces gaz qu'on va brûler lors de l'oxydation. Donc la pyrogasification, l'étape première qu'on rajoute, c'est l'oxydation, donc la combustion. Cette combustion, elle est partielle. Ça veut dire qu'on ne va pas tout brûler, on va brûler que les liquides et les gaz, et il va rester donc le charbon. Si on a bien réglé notre barbecue, on est à des bonnes températures, après cette phase d'oxydation, on a ce charbon et on va avoir les réactions dites de boudoir, c'est-à-dire que notre charbon il est très chaud et à l'issue de toute combustion, on obtient deux types de molécules que sont l'eau et le CO2. L'eau et le CO2 vont rencontrer ce charbon et ils vont réagir ensemble pour faire des produits intéressants que sont le dihydrogène et le monoxyde de carbone. Deux gaz extrêmement nocifs, j'ai envie de dire, il ne faut pas les respirer, c'est explosif. Par contre, ce sont les deux molécules qui sont des carburants. Donc c'est très intéressant. C'est ce qu'on avait dans le fameux gaz à l'eau à l'époque, où on versait de l'eau sur du charbon incandescent pour produire justement du dihydrogène, du monoxyde de carbone, afin d'alimenter les lampadaires, par exemple, dans nos rues. L'ancien gaz de ville, en quelque sorte. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres modes de valorisation de ces résidus? Oui, on a attaqué bille en tête sur la pyrolyse. Selon le type de résidus, s'ils sont plus ou moins humides, par exemple, on va avoir deux familles de procédés, soit par voie sèche, dans laquelle on va retrouver la pyrolyse, la pyrogasification, la combustion également, soit par voie dite humide. Tout à chacun, on connaît sans doute la méthanisation, où là, pour le coup, les résidus ont besoin d'avoir un peu plus d'eau. Il y a d'autres procédés de valorisation selon les entrants. Et en restant juste sur les végétaux, si on parle de betterave, de canne à sucre, on va parler donc de végétaux à glucides, donc à sucre, on va par fermentation produire de l'éthanol. Ou alors on va avoir aussi des oléagineux, donc on va faire l'extraction pour en sortir l'huile. Voilà, donc il y a quand même différentes familles de procédés en fonction des végétaux qu'on va utiliser en entrant, selon s'ils sont secs ou humides, par exemple. Évidemment, si on parle encore une fois de résidus animaliers, enfin bon, ça devient très vite complexe et différent surtout, donc passionnant. Et donc vous, votre équipe ne traite que des résidus végétaux? Non, ce serait trop facile. Et au niveau justement des procédés, vous avez une spécialisation sur la pyrolyse ou vous essayez aussi de toucher un peu à d'autres procédés? Alors, à l'origine, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là en termes de formation. Je suis quelqu'un qui a fait ses études à Poitiers en mécanique des fluides, donc j'aime bien le mouvement de l'air, enfin de l'air, des gaz et des liquides, pardon. Puis j'ai une spécialisation après en aéroacoustique. J'aime bien en plus étudier le bruit que font ces mouvements-là. Et après une expérience significative dans l'industrie, je suis arrivé à l'ICAM. Et les premiers travaux qu'on m'a confiés ont été faits en lien avec l'IMT Atlantique, avec le professeur Mohan Tazrout, qui nous a confié la conception d'un pyrogasifieur. Donc on a apporté des nouveautés, des choses très intéressantes. Et très rapidement, on se rend compte que c'est très compliqué. Lorsque vous faites une pyrolyse, donc on l'a dans le procédé de pyrogasification, vous obtenez différentes molécules, beaucoup de molécules. Ces molécules, selon ce qui se passe, selon la rapidité dans laquelle elles vont sortir du procédé, elles vont même se recombiner derrière. Donc il y a des réactions dites secondaires. Ce qui fait que c'est assez complexe de maîtriser un petit peu tout ça. Si en plus l'entrant, donc le résidu que vous mettez dedans, a une géométrie variable, si c'est un mélange, alors là c'est carrément de la divination. Voilà, de fait, de cette première expérience significative, j'ai envie de dire, on s'est focalisé sur, enfin moi en tout cas, je me suis plus focalisé sur la pyrolyse, puisque c'est la première étape du procédé, pour mieux comprendre ce qui se passe, quitte à finalement sélectionner ce qu'on va mettre en entrée d'un pyrogazogène, un pyrogasifieur, et être certain ou être un peu plus confiant dans ce qu'on va obtenir à la fin. Il faut savoir que
Si on ne maîtrise pas le procédé, il va falloir avoir des actions correctives derrière pour enlever les goudrons dont on parlait par exemple tout à l'heure. Ça coûte cher. Et ça peut rendre le procédé ou la solution de valorisation du résidu, aussi pertinente et belle soit-elle, est juste inaccessible d'un point de vue économique. C'est l'heure d'une première pause musicale. On se retrouve après quelques notes. Sûrement au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Dans mon bas, Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'est-ce que tu mets. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était ma nature qui a inventé le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout, moi je trouve que c'est dégueulasse. Wesh! Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, je suis pas capable. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. 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 Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Une piste cyclable, c'est cyclable plusieurs fois, mais c'est pas ça que ça veut dire être recyclable. Oh là là, pointe du doigt, pierre fonçable, fais ton smart, fais ton frais. Pense 3 fois avant de pitcher dans ton bac des jouets. Oh oh! Désuet. Sûrement au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Bleu et flétri. C'est non. Pneus de camion. C'est non. Matériaux de con. Instruction. C'est non. Les couches qu'elles sont pleines. Ou non. C'est non. Ça pue. Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Mets du respect dans ton bac. Sont fâchés. Respect dans ton bac. Ça pue. plastique, carton, papier, that's it. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Vous venez d'écouter Mets du respect dans ton bac de l'intrigant à la Claire ensemble. De retour sur le plateau du Labo des Savoirs, le procédé aujourd'hui que nous étudions est la pyrolyse. Mettons-nous maintenant en chasse d'un bon résidu. Comment identifier un gisement exploitable? Comment trouver la recette optimale pour le transformer? Que faire des produits obtenus? Notre invité Jean-François Largeau, enseignant-chercheur sur le campus nantais de l'ICAM et à l'IMT Atlantique, est là pour nous expliquer tout cela. Alors commençons par le début, un résidu à valoriser. Qu'est-ce qui permet d'identifier un résidu comme un bon gisement, Jean-François? La question est compliquée et intéressante à la fois, dans le sens où le gisement, soit on a une idée, et puis on va étudier le matériau, puis essayer d'exploiter, de l'exploiter, de découvrir ses propriétés. Mais là, c'est
pas un gisement, c'est un résidu. Et on peut avoir une bonne idée, et puis finalement, c'est très compliqué d'avoir ce résidu en quantité suffisante pour le valoriser. Donc là, c'est un peu une fausse bonne idée. C'est-à-dire que, bon voilà, ça arrive. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Et on peut aussi être sollicité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industriels, parce qu'on ne travaille pas qu'avec des végétaux, qui vont nous dire, voilà, moi j'ai un problème, c'est que je fais des super trucs, mais en même temps, j'ai des résidus, alors on parlerait de déchets, ça me coûte cher, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un des premiers vecteurs pour qu'on s'intéresse à nos déchets, c'est d'essayer de limiter l'impact que ça a dans le portefeuille, alors que ça ne devrait peut-être pas être la première raison. Donc on peut venir avec un déchet et nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce que vous voyez les choses pour le valoriser pour quelqu'un d'autre. Idéalement, c'est quand le générateur de déchets est le end-user, donc l'utilisateur des produits qu'on va pouvoir obtenir après transformation, par exemple par pyrolyse, c'est un peu plus intéressant. Donc la pyrolyse, on a dit que ça pouvait produire des liquides et des gaz et du solide. Dans ces trois composés, on va retrouver donc des matériaux qui sont combustibles, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux. Donc potentiellement quelque chose qui va être intéressant pour produire de l'énergie. Alors, manière primaire, j'ai envie de dire thermique, mais si on est sur un carburant alternatif, on peut aussi l'utiliser s'il est suffisamment propre dans un moteur, donc dans un groupe électrogène, donc on va pouvoir produire de l'électricité. Alors ça ne répond pas forcément à la question, mais ça explique un petit peu comment on peut nous solliciter. Et puis l'autre possibilité, c'est d'avoir une bonne idée. Et le problème, quand on a une idée un petit peu seule, c'est qu'il faut trouver des financements. Donc on va répondre aux appels à projets, par exemple de l'ADEME, de l'État, de la région, la DREAL, pour en citer que quelques-uns, où il peut y avoir dans le scope de l'appel à projet certains résidus ou procédés plutôt qui sont mis en avant. Et donc, si jamais un industriel vient vous solliciter pour vous demander que faire d'un résidu, est-ce que vous avez une certaine approche, une certaine philosophie que vous appliquez, une sorte de méthode pour donner un cadre justement à cette valorisation? Alors, oui, on va regarder un petit peu le résidu dont on parle, qui nous est proposé à la valorisation. Donc, il y a potentiellement des choses qui ont déjà été faites. Donc, ça peut être vite réglé, si je puis dire, s'il y a déjà des solutions sur étagère. Parfois, le résidu a déjà été étudié, et on sait que c'est trop compliqué. Ou alors, il y a des progrès qui ont été déjà menés, qui peuvent permettre de remettre un petit peu la science au goût du jour et les résultats. Donc, par exemple, sur les catalyseurs, donc des produits qui sont généralement onéreux, mais pas que, qui peuvent permettre de résoudre la problématique des coproduits nuisibles, comme les goudrons dont on a déjà parlé. Ça peut être une façon de faire. On a aussi l'approche où nous, on a des idées, où on vient nous soumettre une idée, c'est pas forcément un industriel. Et de ce fait, on va se saisir de cette question qui est, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est intelligent de valoriser le résidu ? Alors pas forcément avec des idées que préconçues. Et c'est vrai qu'on a une tendance moi, j'aime bien avoir cette espèce d'approche, je l'appelle L-Cube, low cost, local, low tech. Alors ça, c'est des mots peut-être un peu galvaudés, mais peu importe. C'est juste pour simplifier un peu les choses. Il est intéressant d'essayer de trouver une solution low cost, dans le sens où on met plutôt l'argent dans les instruments de la recherche pour développer, étudier et savoir si c'est jouable, mais que le procédé par lui-même derrière, il doit être économiquement viable, sinon ça ne sert à rien. Local, parce que on peut faire des procédés qui font 100 kW, 1 MW, 10 MW, mais le problème derrière, c'est que le résidu qu'on veut valoriser, ce serait quand même aberrant de le faire 1000, 3000 km en camion pour arriver à la grosse usine. Ça arrive. Et low-tech, là on rejoint le côté un peu low-cost. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est essayer d'avoir un procédé qui ne nécessite pas une équipe complète d'ingénieurs-chercheurs pour le mettre en œuvre, parce que ça a un coût aussi, puis c'est pas forcément utile de complexifier quelque chose qui pourrait être relativement plus simple, quitte à limiter les entrants pour avoir à la fin quelque chose qui est plus facile à valoriser et à utiliser. Alors, je propose de rentrer un peu dans le concret et d'évoquer un exemple tiré de vos travaux. Vous vous intéressez notamment aux noyaux de dattes et aux marcs de café. Alors justement, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce que c'est des déchets qui sont faciles à collecter? Eh bien non. Eh bien non. Moi, j'adore travailler avec ces résidus-là, notamment le marc de café, parce que je suis un buveur de café peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de travailler parfois avec un résidu qui sent bon.
Je veux dire, ça donne plus envie de se lever le matin et d'aller le pyrolyser. Ceci dit, les goudrons, ça s'appelle des aromatiques aussi, mais ce n'est pas forcément des odeurs très sympathiques pour le coup. Je vous encourage à respirer, enfin je vous encourage pas du tout à respirer l'odeur d'un cendrier froid, mais voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il faut s'en faire. Donc le marc de café noyau de date, pourquoi? Ça peut être la première question. Parce que je travaille beaucoup avec des pays du Maghreb, notamment, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Je travaille aussi avec le Cameroun, où on a un site à l'ICAM. Et le fait est qu'en montant des projets en commun, il faut trouver une accroche qui soit commune. Et le noyau de date, pour le coup, c'est un peu plus quelque chose qu'on retrouve dans ces pays-là. Ils ont des vraies industries qui vont récupérer les noyaux de date. Donc c'est un vrai résidu. Alors, il y a des voies de valorisation, mais ce n'est pas forcément celle auquel on pense d'un point de vue en tout cas énergétique. Donc, c'est intéressant. Ça a le pouvoir calorifique, donc l'énergie à peu près équivalente à celle du chêne, pour se donner un ordre de grandeur. Donc c'est quelque chose qui dégage quand même pas mal d'énergie. Et le marc de café, c'est très sympa, je vous le disais, c'est aussi très intéressant. Nos travaux ont montré qu'on pouvait en faire du char, donc la partie solide de la pyrolysa avec des minéraux qui ont un petit effet catalytique, donc ce n'est pas des plus déplaisants. Par contre, le marc de café, c'est un très très bon exemple d'une complexité économique, dans le sens où on a tous ou presque du marc de café chez soi. Alors, vous n'allez pas faire un petit pyrolyseur pour demain produire, être autonome au niveau de votre maison, ça va être un petit peu compliqué, mais justement, c'est la complexité dans ce type de gisement, c'est que c'est un gisement dit diffus, donc on en a tous un petit peu. Mais pour le collecter, c'est là que c'est bien compliqué. On avait essayé de monter un projet avec une entreprise, notamment dans les partenaires, qui est spécialisée dans le recyclage et la collecte de résidus. Et la problématique première sur le marc de café, c'est que même si on identifie des gisements, je sais pas moi, des bars, des restaurants, des choses comme ça, où on va faire la collecte, on va transporter de l'eau. On va transporter énormément d'eau, et l'eau, ça a un coût, parce que c'est lourd finalement. Et puis, on le disait tout à l'heure, que la pyrolyse était un procédé thermochimique par voie sèche. Donc, il va falloir qu'on sèche notre marc. Donc, l'une des actions premières à faire, c'est de le sécher, sans que ça coûte de trop, pour pouvoir le pyrolyser, pour pouvoir le transporter éventuellement, et pour éviter qu'il se dégrade et qu'il moisisse, parce que ça, c'est assez facile avec le marc de café. Donc c'est une bonne idée, mais une petite complexité, avant même qu'elle soit de l'ordre technique au niveau de la pyrolyse, en termes de collecte. Pour autant, on a travaillé sur le marc de café, et ainsi montré qu'il y a des intérêts à le pyrolyser. Alors justement, imaginons que donc ces problèmes de collecte soient résolus, ou du moins qu'il y ait une possibilité intéressante économiquement pour valoriser ça. Comment est-ce que vous y prenez pour trouver la recette pour valoriser? J'imagine qu'il ne faut pas juste mettre le marc de café ou les noyaux de date dans un four et puis regarder ce qui se passe. Non, c'est un petit peu plus long et complexe que cela. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'imaginer, enfin moi, c'est presque mon rêve, là, une petite digression, mais c'est de prendre mon café, voire 2 cafés, j'aime beaucoup le café, mettre le marc dans ma voiture et puis partir et rouler au produit issu de la pyrolyse du marc de café dans ma voiture. Mais ce n'est pas pour demain, à vrai dire, malheureusement. Alors, quand on prend un résidu, pour répondre un peu plus sérieusement à la question, il faut savoir de quoi il est constitué. Donc, la première étape, c'est d'aller faire une analyse dite élémentaire, de regarder s'il y a du carbone, de l'hydrogène dedans. Parce que sans ces deux molécules, ces deux atomes, fondamentaux, on ne fera rien. On ne fera pas d'hydrogène, on ne fera pas de méthane, CH4, on ne fera pas de CO, de monoxyde de carbone. Donc, il faut aussi un peu d'oxygène éventuellement. Bon, ça, c'est plus facile à apporter. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder quels sont les minéraux. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la table des éléments. Il y a beaucoup de minéraux qui vont pouvoir avoir un effet catalytique derrière, intéressant. Donc là, c'est vraiment regarder à la loupe le produit lui-même. Et ça ne suffit pas. Derrière, il va falloir regarder comment il se dégrade, c'est-à-dire qu'on va le monter en température, on va faire une micro-pyrolyse. Ça s'appelle une analyse thermogravimétrique. Et on va regarder à quelle température il se dégrade, avec quelle quantité de matière s'est dégradée à telle température en fonction des réactions chimiques qu'on va pouvoir observer. Et idéalement, analyser les gaz et liquides qui vont en être émis, mais c'est compliqué à ces échelles aussi faibles. Donc voilà, on va travailler à échelle dite, c'est même plus laboratoire, c'est microscopique. On va mettre quelques milligrammes de matière dans un microfour qui est associé à une microbalance, en fait. Donc là, on va savoir pas mal de choses, et notamment l'énergie qu'il faut apporter pour l'ensemble de ces réactions. Et ça va nous permettre, en faisant varier la vitesse de chauffe, de commencer à répondre à des problématiques dont on a un petit peu
qu'on a un petit peu détaillé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je chauffe plus ou moins vite pour avoir, par exemple, du char? Est-ce que je vais en avoir beaucoup ou rien? Et derrière, cette petite échelle, on va passer la pyrolyse. Là, on va mettre 1 gramme. Avec 1 gramme, on ne va pas aller loin. Pourtant, à 1 gramme, ça produit beaucoup de gaz déjà qu'on va pouvoir analyser. Et donc, de proche en proche, finalement, on monte en taille de réacteur, en taille d'échantillon. Et là, on parle d'un seul échantillon, donc on est quand même qu'un seul matériau, pardon, c'est déjà compliqué. On va avoir plusieurs dizaines, voire centaines de molécules qui vont être dégagées. Alors c'est pour ça que si on imagine faire des mélanges, finalement, il faut presque étudier chaque produit séparément avant de commencer à faire des mélanges où on maîtrise les quantités de chacun des réactifs. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas simple en fait. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que le marc d'un café, d'un type de café, donnera pas les mêmes résultats qu'un marc de café d'une autre espèce. Ou... Ah, complètement, effectivement. Surtout quand on parle des minéraux, ça va dépendre sans doute du terrain sur lequel il a poussé, il a évolué. Donc oui, entre le Robusta, l'Arabica, le procédé même en fait d'extraction du café, c'est-à-dire si vous faites un café filtre ou un café expresso, potentiellement, on ne va pas y avoir la même chose en fait dans votre marc de café. Ok, donc si je résume, une première analyse un peu à la loupe pour comprendre quels sont les éléments dans le résidu, puis ensuite on prend un petit échantillon et petit à petit on fait la pyrolyse pour comprendre Exactement. comment ça se... Ok. Et pour chacune de ces étapes, est-ce que vous êtes purement dans l'expérience ou il y a justement de l'assistance d'outils numériques pour faire de la simulation ou de la modélisation par exemple? Alors effectivement, au départ, on va travailler plutôt expérimentalement. Les réactions chimiques, elles sont quand même difficiles à appréhender de manière numérique. Ceci étant, en faisant ces expériences à petite échelle, on commence à avoir des informations, on peut commencer à construire nos réactions chimiques, nos lois de décomposition, lois dites d'Arrhenius par exemple, peu importe. Le terme n'est pas forcément important. L'idée, c'est qu'après, on puisse faire des pyrolyses, par exemple à 1 degré, 10 degrés, 30 degrés minutes, peu importe, et avoir des compléments numériques, c'est-à-dire qu'en ayant un modèle numérique, c'est ce qu'on fait au laboratoire, ce qu'on va appeler un jumeau numérique quelque part, c'est-à-dire qu'on va avoir un doublon, mais purement numérique de ce qu'on va faire expérimentalement. On peut compléter le plan d'expérience, donc une partie des expériences avec l'approche numérique, ce qui nous fait gagner du temps, ce qui nous permet d'avoir moins éventuellement d'entrants, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, finalement, on peut avoir des variétés dans les mares de café, mais dans le même marc de café, potentiellement, on n'est pas toujours certain d'avoir toujours le même type de matériau. Donc ça fait partie de l'expérimental, hein. Ça va rajouter un petit paramètre. Donc là, le fait d'avoir quelque chose de numérique, c'est forcément plus simple dans le sens où on s'affranchit de certaines variabilités, donc on s'éloigne de la réalité des choses, mais ça permet quand même de dégrossir et d'avoir une vision à peu près claire, de savoir qu'est-ce qui va intervenir sur quoi, avant après de revenir sur quelque chose de plus expérimental, et de pouvoir de coupler les deux. Et nous, on aime bien coupler les deux, c'est-à-dire que potentiellement, l'approche numérique va nous aider à optimiser les paramètres expérimentaux. C'est dans ce sens-là aussi où on parle de jumeaux, finalement, numériques. Et donc, les deux vont travailler un petit peu ensemble. Ce n'est pas toujours possible. Ok, donc si je comprends bien, l'approche numérique vous aide un peu à généraliser ce que vous obtenez, puis à affiner après la recette derrière. Oui. Et l'avantage du numérique, c'est que bien qu'incomplet, on peut rentrer dans la matière. Quand on est dans un four à 600 degrés, c'est pas forcément évident d'y mettre une caméra. C'est pas forcément évident d'instrumenter là où on veut. Donc c'est intéressant d'avoir un modèle numérique qui doit être un minimum robuste et réaliste, mais ça nous permet vraiment de mieux comprendre ce qui se passe. Et vu qu'on parle numérique, en ce moment, il y a de l'intelligence artificielle partout. Est-ce qu'il y en a aussi chez vous? Ah oui, bien sûr. Intelligence parfois, numérique sans doute. Au-delà de la pyrolyse, on a eu une étude on a travaillé sur la méthanisation à la ferme pour l'Algérie en l'occurrence. Et on a voulu travailler purement avec une approche numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on a récolté des travaux expérimentaux faits par d'autres. C'était une grande première base de données. Et ça a permis d'alimenter des réseaux neuronaux. Donc là, on est sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a une phase d'apprentissage à partir des résultats qu'on n'a pas fait, donc encore une fois. Et après, on a testé le modèle numérique pour vérifier, valider notre modèle sur une autre partie des échantillons qu'on avait obtenus dans la littérature. Une fois qu'on est confiant, on peut après jouer sur d'autres paramètres et avoir des résultats nouveaux à partir de mélanges de matériaux, par exemple, qu'on n'aurait pas forcément trouvé. Alors ça, c'est une approche
il y en a bien d'autres. Oui, il y a l'intelligence artificielle, mais elle requiert généralement en fait, beaucoup de données à l'entrée pour être robuste. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et justement, dans vos approches, vous arrivez à gérer cette quantité de données parce que vous nous avez parlé à la fois d'analyse de matière et puis aussi de toutes les molécules qui pouvaient être créées durant les processus. Ça, c'est quelque chose qui est facile à gérer? Ah non. Non, ça en faut. Et c'est vrai que j'ai toujours pas ma boule de cristal pour m'aider un petit peu à savoir ce qui s'y passe. Donc, on a différentes techniques d'analyse. Et là, donc, on est dans le milieu de la chimie organique. Donc, c'est vraiment pas le plus simple. On crée beaucoup de molécules. Et pour prendre un petit exemple, prenons une canette de bière, si vous voulez. C'est un gros réacteur déjà pour commencer. On va mettre quelques grammes, je vous disais, de matériaux. On monte en température. Et si on a pris une canette de 25 centilitres ou d'1 demi-litre, finalement, il y a un volume au-dessus de notre résidu qui n'est pas le même. Donc, le temps de séjour, le temps pendant lequel les molécules qu'on va générer restent dans le réacteur à haute température n'est pas le même. Donc, on va avoir des réactions potentiellement secondaires, des réactions entre les molécules elles-mêmes qu'on a générées, de gaz. Et on va obtenir de ce fait des composés à la fin, quand on va pouvoir analyser les choses, qui sont différentes selon la taille du réacteur et le volume mort, si vous voulez, qu'on a dans le réacteur. Donc c'est compliqué. Pour ces raisons-là, et parce que le matériel analytique qu'on utilise généralement, finalement, il faut presque savoir ce qu'on veut chercher et essayer de le trouver, plutôt que de se dire, alors qu'est-ce que je produis et est-ce que j'ai quelque chose qui va me donner un spectre de toutes les molécules que je génère. Ça n'existe pas vraiment. Donc c'est compliqué. Alors pour répondre un peu plus précisément, finalement, on va se focaliser sur les molécules principales, en plus grand nombre qu'on va générer. On sait un petit peu quand même ce qu'on veut obtenir, on sait un petit peu les problématiques qu'on va avoir. Donc on recherche un petit peu, mais il y a toujours une partie des composés qu'on n'est pas capable d'analyser. De toute façon, c'est compliqué. Et pour revenir au marc de café et au noyau date, une dernière question à ce sujet. Est-ce que justement vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez obtenir? En partie, parce que pour le marc de café, on s'est très clairement focalisé sur le char, donc la partie solide issue de la pyrolyse. On a montré que c'était très intéressant. Il y a des articles qui ont été publiés. On n'a pas fini. Je ne peux pas tout dire, en fait. Et de ce fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément étudiées. Parce que le marc de café, ce qu'il faut voir sur une pyrolyse, une valorisation d'un résidu, c'est qu'avant peut-être de le chauffer, on peut peut-être extraire des choses. Sur le marc de café, c'est un bon exemple parce qu'on peut extraire des huiles essentielles, par exemple, avant la pyrolyse. Et puis, lorsqu'on la pyrolyse, donc on a une partie qui est liquide, une partie qui est gazeuse. Pour l'instant, on s'en est finalement pas trop intéressé. On l'a laissé de côté. On va y revenir parce qu'on voulait voir s'il était intéressant d'avoir la partie solide. Et là, la partie solide, donc, elle est intéressante. Le charbon produit de marc de café, nous, on a trouvé qu'il permettait de faire justement du craquage, donc d'être un support pour finalement aider la pyrolyse d'autres composés. On l'a étudié pour dépolluer les gaz issus de la pyrolyse de pneus ou pour faire du craquage des fameux goudrons qu'on obtient majoritairement quand on fait une pyrolyse de biomasse. Et c'est assez intéressant, oui. Et pour les noyaux de date? Mais en fait, on a fait un petit peu la même chose et on a comparé les deux et le marc de café nous a paru plus pertinent. C'est plus facile pour nous parce que c'est vrai que le gisement, pour le coup français, en termes de noyaux de date, il est assez restreint. C'est bien dommage, il faudrait lancer des cultures à grande échelle de date. La discussion reprend après cette brève pause musicale.
pouvons remplacer. Et sans problème, on dit, et ouais, nous toutes parties, nous fait que j'envierais, quoi nous pouvons remplacer. Et sans problème, on dit, ça nous fait yo mandé, 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 La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. C'était Pékéviré de Daudeline. Vous écoutez le Labo des Savoirs, bienvenue à vous. Nous sommes en compagnie de Jean-François Largeau, chercheur au laboratoire GEPEA, Génie des procédés, environnement et agroalimentaire. Alors nous avons évoqué jusqu'à présent vos activités portant sur les noyaux de dattes et le marc de café. Peut-être pour bien saisir la polyvalence de votre approche, vous pourriez nous indiquer sur quel autre résidu vous avez pu travailler jusqu'à présent. Alors, les résidus, ils peuvent être nombreux. On n'a pas défini un terme qui s'appelle la biomasse. Donc, dans ce terme-là, peut-être que vous avez déjà entendu, qui est déjà perçu par nos auditeurs, il y a bio pour la vie. Et finalement, on va retrouver les animaux, on en a parlé. Nous sommes de la biomasse. Les poissons, tout ce qui va être effectivement déchets ou résidus végétaux, enfin les végétaux par eux-mêmes. Donc déjà, ça couvre une large famille, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, ce n'est pas suffisant. On va même au-delà, c'est-à-dire que dans les travaux qu'on a menés, en tout cas en ce qui me concerne, on s'est intéressé aux sables bitumineux de raffinerie, c'est-à-dire que ce sont des sables issus des bouts de stockage. Donc on a de l'hydrocarbure lourd dedans, autant dire que ce n'est pas sympathique et ça ne sent pas très bon. Et on a montré que par pyrolyse, on était en mesure de reconvertir cette fraction déjà lourde, enfin de pétrole lourd, en liquide de pyrolyse propre à être utilisé. Et donc de séparer les sables de ce qui est intéressant. Les huiles moteurs aussi, donc les lubrifiants, donc les huiles moteurs usagées, suffisamment usagées pour ne plus être utilisables autrement que par une voie de conversion telle que la pyrolyse. Donc ça, c'était rigolo parce que pour le coup, ce projet de doctorat, avec l'Algérie également d'ailleurs, a employé des coquilles d'œufs qu'on a calcinées pour obtenir le catalyseur qui a permis de mieux transformer ces huiles en carburant liquide. Ça, ce sont deux exemples. On n'est pas du tout dans les biomasses. On est dans des déchets un petit peu plus compliqués. Et on s'intéresse également à d'autres types de résidus, comme par exemple les agrumes, ou encore plus largement, le procédé de pyrolyse, il peut permettre de convertir par exemple de la cellulose ou de la lignine ou des choses qui sont assez basiques en fibres de carbone. Donc là, on n'est plus sur la fabrication de carburants alternatifs, mais dans un procédé qui permet aussi la fabrication de produits techniques. Et ça, ce type d'études, on le fait avec l'IRT Jules Verne depuis 3 ans.
En préparant cette émission, j'ai pu tomber sur une étude réalisée en 2015 pour le compte de l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Son titre, Panorama des coproduits et résidus biomasse à usage des filières chimie et matériaux biosourcés en France. Alors l'occasion pour nous de continuer un peu à dessiner la diversité des options possibles en termes de résidus et de valorisation. Est-ce que vous savez par exemple ce qu'il advient des coques de tournesol en France? Alors dans la plupart des installations, les graines de tournesol elles sont broyées directement avec les coques pour obtenir de l'huile. Et donc on appelle tourteau le résidu obtenu, qui est principalement destiné à l'alimentation animale. Mais il y a une usine qui arrive à séparer les coques avant pressage, et les coques elles peuvent être ensuite incinérées pour fournir de l'énergie utile, comme ce qu'on a pu évoquer sur la transfert thermique, voire elles peuvent être ajoutées à la composition des briques pour travailler sur leur porosité. Alors le volume traité en France reste encore bien faible, tout va dépendre justement de la capacité des usines à séparer avant le pressage. Un autre exemple, il y a un arôme alimentaire qui revient très souvent dans cette étude, qui pourrait être produit à partir de résidus de bois. Est-ce que vous auriez une idée duquel? Un arôme alimentaire issu du bois, non. Alors c'est la vanilline. Franchement, j'hésite. Alors vous en doutez, c'est la molécule qui a un goût particulièrement vanillé. Alors, entendons-nous bien, hein, on ne trouve pas de vanille toute prête dans les résidus comme de la lignine ou la pulpe des betteraves, mais certaines molécules de ces résidus peuvent être transformées, par exemple avec des champignons, pour donner de la vanilline. Alors, ces procédés sont déjà en partie bien développés hors de nos frontières et étonnamment, ils sont compatibles avec la mention arôme naturel. Alors, au-delà de l'anecdotique, on peut faire changer d'échelle ces pratiques. On a commencé un peu à l'évoquer tout à l'heure quand on parlait d'expérience. Et je vous propose pour cela de partir pour la Suède. Ce pays a mis en place des habitudes de tri de déchets bien plus précises qu'en France. Et cet extrait, tiré du reportage pour France 24 de Claire Colnet et de Bastien Rimbert, donne quelques exemples de contexte sur le sort des ordures ménagères qui ne peuvent être ni refondues, ni retravaillées, ni compostées. Tout ce qui n'est pas recyclable est transporté dans des usines géantes comme celle-ci. Déchets ménagers, emballages salis. Ici, 750 000 tonnes de déchets sont traités chaque année. Ces immenses pinces les déposent dans des incinérateurs qui les transforment en énergie. Nous avons des turbines qui créent de l'électricité et on crée aussi de la chaleur qui est redistribuée à la population de Stockholm. 100 000 personnes bénéficient ainsi du chauffage et on génère de l'électricité pour 200 000 personnes. Et le système est si performant que pour faire tourner à plein ces incinérateurs, la Suède traite même les déchets des autres. En général, dans notre entreprise, 10% des déchets traités sont importés. Ils viennent d'où ? Surtout du Royaume-Uni. Alors voici comment réagit Fleur Berlingen, qui était sur le plateau lors de la diffusion de cet extrait, et qui était alors directrice de Zero Waste France, une organisation promouvant un mode de vie zéro déchet. On ne peut pas qualifier de recyclage un procédé qui consiste à brûler des déchets, ce qui est tout à fait linéaire. On ne pourra pas les réutiliser par la suite. Donc le fait de dire que la Suède recycle 99% de ses déchets, pour nous, c'est totalement faux. C'est un abus de langage contre lequel, d'ailleurs, on proteste avec nos homologues de Zero Waste Europe parce que c'est clairement trompeur par rapport à ce que doit être réellement le recyclage, c'est-à-dire une réutilisation de la matière. Transporter sur des milliers de kilomètres des centaines de milliers de tonnes de déchets, ça n'a vraiment aucun sens d'un point de vue environnemental. C'est contraire à la hiérarchie européenne de traitement des déchets qui devrait s'imposer aux États membres. Et c'est aussi contraire à cette logique de gestion de proximité qui est aussi une question de responsabilité. Les déchets que nous produisons, il faut en assumer les conséquences en fait. Alors Jean-François Largeau, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein. Ça rejoint le concept dont je vous parlais tout à l'heure, avec une vision assez locale des choses. Alors déjà, effectivement, on l'a un petit peu dit, pyrolyser ou valoriser par un autre procédé en énergie, en molécules d'intérêt, comme on l'a cité, par exemple, un déchet, quelque chose qu'on qualifiera de déchet ou de résidu, finalement, on est déjà en bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'autre solution que de le transformer de manière irréversible. Et ça, c'est dommage. J'ai l'habitude de dire, on vient me voir quand il n'y a plus de solution. C'est vrai, mais c'est aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui serait intéressant, c'est de faire du réemploi, de réutiliser, de retransformer pour refaire quelque chose. Par exemple, avec notre planche de bois, notre bout de bois, ça serait bien qu'il serve à faire autre chose qu'à être utilisé dans la pyrolyse. Donc ça, c'est le premier truc. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment en bas.
Et quand on brûle, c'est qu'on n'a plus d'autre solution, quand bien même ils font donc de la cogénération en produisant chaleur et électricité. Très bien, soit. Mais il faut vraiment que ça soit finalement la solution qui vient en dernier recours parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres avant. Et je rejoins aussi l'avis de Fleur Berlingen dans le sens où faire des grosses usines, énormes usines parfois, c'est la seule option pour qu'économiquement ça devienne intéressant. Mais le travers, c'est qu'on va faire voyager les résidus sur des milliers de kilomètres. Et là, je pense qu'on s'est trompé. Donc, si on parle des déchets, des résidus et qu'on en génère, la première étape, donc là, on est vraiment sur, on ne peut plus rien faire de ces matériaux-là, ça va être de limiter leur production. C'est tout ce qu'on fait sur l'emballage, sur les plastiques, etc. C'est-à-dire d'éviter d'avoir des résidus et après d'essayer de les traiter localement avec une solution qui soit viable, si possible, économiquement viable. Et dans le cadre de vos travaux, justement, est-ce que vous avez une idée de la quantité de matière qui est valorisée? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de chars de marc de café. Ça représente à peu près quel pourcentage de la matière initiale que vous récupérez sous forme de solide? Un marc de café, si on parle de la France, les chiffres ne sont pas très clairs. On parle d'un gisement entre 200 000 et 600 000 tonnes par an. Il faut regarder un peu précisément les chiffres, parce que s'il y a l'eau qui est dedans, forcément, ça change un petit peu la valeur de tout ça. Mais donc, parlons de marc de café sec. Avant pyrolyse, on peut espérer avoir à peu près 30% de solide, 30% de gaz, 30% de liquide. Et ça dépend de la rapidité avec laquelle on va faire la pyrolyse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une pyrolyse lente va plutôt être préférable si on veut faire des résidus solides. Et si on veut faire du gaz ou du liquide, on va essayer de chauffer plus vite. Donc on peut, en fait, avec le procédé, ajuster la quantité de telle ou telle fraction selon ce qu'on cherche à obtenir, mais ça va aussi modifier les molécules. C'est en ça que ça devient compliqué. Et finalement, j'imagine qu'il y a aussi une partie des molécules qui vont soit s'échapper ou du moins qui vont être considérées comme non produits finis et donc qui ne seront pas vues comme quelque chose de valorisé. Alors oui et non, c'est-à-dire elles ne vont pas s'échapper puisqu'on fait en sorte qu'on maîtrise le procédé. Par contre, elles sont plus ou moins intéressantes, effectivement, voire plus ou moins problématiques. Donc on va produire de l'eau, par exemple, pas de l'eau de la même manière que l'humidité inhérente d'un produit. C'est vraiment une production d'eau par décomposition de la matière, mais aussi des choses qui vont être des goudrons, des molécules intéressantes et puis d'autres moins. Alors après, ça veut dire qu'on a un résidu, on l'a décomposé en molécules sympas, mais il va falloir aussi, c'est une boucle presque sans fin, il va falloir aussi s'intéresser aux résidus qui sont problématiques. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe à l'échelle industrielle, justement, la pyrolyse pour valoriser certains résidus en France? Assez peu. Il y a des prototypes à grande échelle. Il faut qu'ils montrent leur viabilité. Il y a quelques industriels qui proposent des solutions. Mais non, ça reste un petit peu quelque chose qu'il faut travailler. Il y a eu des choix qui ont été faits depuis quelques dizaines d'années, on va dire, de développer principalement la méthanisation. Je n'ai pas critiqué ou pas. En fait, il n'y a pas une solution, il y a des solutions en fonction des déchets ou des résidus qu'il faut traiter. Donc voilà, donc il y a encore des travaux à mener sur la pyrolyse et on est presque plutôt à la phase de proof of concept d'un point de vue économique. Peut-être une dernière question. Vous faisiez le parallèle avec la méthanisation, sujet qui parfois alimente un peu des débats sur les potentielles concurrences qu'il peut y avoir avec les cultures pour l'alimentation ou aussi sur la difficulté d'estimer vraiment le bilan énergétique sur la totalité du process. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans vos travaux, est plus facile à estimer ou est-ce qu'on a une idée un peu de là où on en est là-dessus? Alors, les deux procédés sont clairement différents. Ils sont relativement en opposition, mais pas complètement, parce qu'on ne va pas forcément traiter de la même chose. Donc ça, c'est bien. Encore une fois, il y a la place un peu pour tout le monde. L'avantage, par exemple, de la pyrolyse ou de la pyrogasification, c'est un procédé, je dis stop and start. C'est-à-dire que le barbecue dont on a parlé tout à l'heure, on peut l'arrêter et le rallumer un petit peu à volonté. C'est moins du vivant comme la méthanisation où il y a l'inoculum, donc il y a des bactéries qui vont dégrader la matière. Et puis si on n'a pas mis forcément les bons produits au départ, si on leur donne pas bien à manger, ça se passe pas bien. Puis si on les nourrit pas pendant un certain temps, ça se passera plus tout court. Donc voilà, il y a des différences en termes de procédés et de souplesse, j'ai envie de dire. Mais effectivement, la question est très pertinente. On est en train de valoriser des résidus. Donc on disait tout à l'heure, il faut déjà peut-être pas trop en faire des résidus, des déchets, même si on en aura toujours beaucoup.
beaucoup trop, j'ai envie de dire, mais il ne faut certainement pas produire de la biomasse exprès pour alimenter ce type de procédé. Ça, c'est une hérésie. On en connaît, hein, ça, c'est effectivement déjà vu. Chers vous qui nous écoutez à l'autre bout du micro, j'imagine que comme moi, vous ne verrez plus le marc de café de la même façon. Merci encore à vous, Jean-François Largeau, de nous avoir partagé votre enthousiasme sur ce sujet. Cette émission a été réalisée par les mains expertes de Sophie Podevin. Vous pouvez l'écouter et la partager via nos applications de podcast favorites. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur labodessavoir.fr, nos réseaux sociaux, pour en savoir plus sur nos actualités et qui sait, participez vous aussi à cette belle aventure associative. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous.